Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais on dit souvent que la musique adoucit les mœurs. J'ai déjà croisé mon invité du jour, et je dois dire que douceur est un mot qui le résume bien, tout autant que la passion. Cette passion qui le pousse à s'investir et à donner de son temps aux autres et à son art, battons la mesure avec lui et écoutons ce qu'il a à dire dans cet entretien enregistré le 24 novembre 2022. Aujourd'hui, on est avec Sylvain Gouzian qui va nous raconter un petit peu la manière dont la musique a pu interagir avec sa vie. Sylvain, je te laisse te présenter. Bonjour, merci pour l'accueil. Donc, je suis Sylvain Gourouzian. Je suis plutôt connu sous le nom de Gouze sur Internet. Je suis développeur de ma vie de tous les jours, mais ma seconde vie est la musique. En fait, je co-dirige une école de musique, je dirige plusieurs orchestres, une classe d'orchestre, un orchestre d'harmonie. Je fais pas mal de musique depuis maintenant bientôt... Ah, attends, je vais bientôt avoir 40 ans. J'ai commencé la musique à 3 ans et demi, 4 ans. Donc ça va faire, T'es ouais, précoce. ouais, ben en fait, je suis tombé dedans étant petit, mon père étant musicien à la base. Et donc ça fait que j'ai commencé très jeune, ouais, la musique à 3 ans et demi avec l'éveil musical. Donc Mhm. ça va faire, ouais, donc 36 ans que je fais de la musique. Voilà. Ah ouais, quand même. Et ton père jouait de quel Mon instrument? père est trompettiste et il dirigeait aussi, quoi, D'accord. il dirigeait l'harmonie dans laquelle j'étais en fait étant petit, donc c'est un peu ça aussi qui m'a poussé vers la direction d'orchestre pour faire comme papa. Et je suis trompettiste également parce que je voulais faire comme papa. D'accord. Et tu fais que de la trompette ou tu joues d'autres instruments? Alors, en fait, j'ai pas pu commencer par la trompette parce que mon prof de trompette voulait pas que j'étais trop petit à 4 ans, donc j'ai fait 2 ans d'orgue électronique. Ce qui m'a donné quelques bases en piano, voilà. Et puis, donc j'ai fait la trompette pendant après 10-11 ans en scolarité, en fait, j'ai mon troisième cycle. Après, j'ai délaissé un peu la trompette parce que c'était pas si cool que ça. Et puis, je voulais faire autre chose. Et donc, j'ai fait un peu de guitare basse dans des groupes de rock avec des potes. Et parce que la guitare m'intéressait pas vraiment, je préférais plutôt la basse. Je trouvais ça plus simple d'approche pour moi qui était plutôt musicien classique à la base, mais aussi pas très habile de mes deux mains. Même si j'avais fait un peu de piano, ça a jamais été ma passion d'utiliser mes deux mains. Et donc la basse, je trouvais ça assez bien pour m'y mettre. Et là maintenant, je fais un peu de trombone, je fais du sous-bassophone aussi. C'est le gros instrument qu'on voit là dans les bandas ou les fanfares qui sont avec le gros pavillon là, qui est de la basse. Donc D'accord. voilà, ça j'ai fait ça pendant quelques années et malheureusement après Covid j'ai eu une hernie discale cervicale, ça fait que je peux un peu moins porter l'instrument qui fait 15 kilos autour du cou, mais de temps en temps j'en fais un peu, ça fait toujours bien. Il n'y a pas si moyen de le mettre sur des roulettes Non, ou... en fait, tu le portes un peu comme une écharpe, en fait. Tu te mets dans l'instrument, en D'accord. fait. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu ressens assez bien les basses. Et après, c'est assez simple à apprendre à jouer quand tu es trompettiste parce que c'est les mêmes pistons. Euh, c'est assez similaire et je trouvais ça cool en fait de jouer en banda avec ça. Donc là, j'ai repris la trompette en banda, mais c'est un peu plus sportif, on va dire. D'accord. Ok, ok. Et donc, tu es passé à la direction d'orchestre après Ouais. sur En le... fait, ça va faire 4 ans que je dirige une classe d'orchestre. Donc, en gros, c'est des élèves qui ont, euh, on va dire, à partir de 2 ans, 3 ans de pratique instrumentale, plus solfège, pour avoir quand même des bases de qu'est-ce que c'est qu'un bémol, qu'est-ce que c'est qu'un dièse, et puis voir un peu les découpages de mesures. Donc, ça m'a permis de me remettre un peu dedans parce qu'en fait j'en avais déjà fait un peu il y a une vingtaine d'années de direction avec mon père qui m'avait laissé 2-3 fois diriger l'harmonie. Mais donc depuis ouais il y a 4 ans j'ai repris la classe d'orchestre de l'école de musique de ma ville et donc en gros c'est ben tout préparer le programme, former les jeunes à travailler à jouer ensemble, ça qui est super cool. Et depuis un an, maintenant, je dirige aussi l'harmonie.
de Mhm. ma ville. Bientôt, je la dirigerai à 100% dans quelques mois, dans 2 mois, 2, 3 mois. Et donc je pense que j'abandonnerai la classe d'orchestre parce que ça me fera un peu beaucoup. Et j'avais fait des stages de direction, justement, une petite anecdote sympa avec le Covid, parce que c'était pendant la période Covid où on n'avait pas trop le droit de se déplacer. Et donc stage de direction qui était plus ou moins diplômant en fait, donc ça passait encore. Et en fait, donc j'avais un stage qui était, donc moi je suis au centre de la Loire et là j'avais un stage qui était en plein milieu de l'Isère. Et en fait, je me suis fait arrêter à 50 mètres de chez moi, en fait, quand je rentrais du stage, par un gendarme qui me demandait ce que je faisais dehors. Je disais que j'avais un stage de direction d'orchestre, il me croyait pas trop. Résultat, j'ai sorti la baguette et j'ai dirigé dans la rue. Il me fait «Ah, mais c'est vrai en plus?» Je fais «Bah oui». Donc voilà. Donc j'ai dirigé dans la rue devant les gendarmes, c'était marrant. Voilà. Bah, c'est vrai qu'ils doivent souvent avoir des gens qui leur sortent des excuses farfelues, Ouais. donc ils ont dû se dire tiens, un de Non, et plus. puis un peu avec le stress, je trouvais plus du tout l'attestation ni rien, donc c'était un peu compliqué, mais finalement, il m'a laissé passer. Il a bien rigolé et il m'a laissé passer. Donc, de toute façon, toujours avec le sourire, ça passe toujours. Oui, plus que quand on C'est s'énerve. ça. Ok. Donc toi, le style de musique, est-ce que tu as un style de musique de prédilection? Alors, en termes d'instrumentiste ou en termes d'écoute? Bah, un peu des Un peu deux. les deux. Alors, Parce que je pensais pas qu'il y avait une différence entre les deux. en fait, il y a pas mal de. Moi, j'écoute énormément de musique depuis tout petit. J'écoute vraiment de tout depuis tout petit, que ça soit du classique, du moderne. Il y a quoi, ma playlist. En fait, j'ai fait une petite appli pour avoir ma playlist. En fait, où je rajoute des sons de temps en temps. Il est vraiment très éclectique. En fait, ça passe par du rap, du métal, du rock, du classique, de l'électro. J'ai toujours eu certaines périodes en fait, style. Mais en fait, c'était marrant parce que même pendant mes périodes, quand j'étais ado par exemple, mon père étant musicien, qui lui a été très classique et jazz. Pareil, il adore le jazz, mais il le pratique pas comme moi en fait. J'ai du mal à improviser en fait. J'aime bien quand c'est écrit, etc. Je peux jouer par cœur, c'est pas un souci, mais par contre, improviser, je trouve ça complexe. Euh, En fait, pour moi, il y a deux types de musiciens. Il y a le musicien qui va être assez technique, assez scolaire, et le musicien qui va pas du tout avoir fait de solfège, qui peut être très très bon. Parce qu'il a l'oreille, il a la sensibilité artistique. Et par exemple, moi je suis plutôt dans la première catégorie où je suis très scolaire. Même dans mes compos, elles sont très scolaires en fait, elles sont très cadrées. Et en fait, voilà, typiquement, j'aime bien écouter un peu de jazz de temps en temps. C'est pas ce que je préfère, mais de temps en temps, j'aime bien en écouter. Et je suis incapable d'en pratiquer, par exemple. Et par D'accord. contre, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que j'écoute quelque chose, j'ai toujours ce côté un peu musicien ou analyse un peu de l'œuvre, en fait, savoir comment ça fonctionne. Par exemple, quand j'étais, donc je disais tout à l'heure, quand ma période ado, j'écoutais énormément de techno ou de house ou des choses comme ça. Et en fait, pour moi, c'était forcément des mesures à 4 temps. Il y avait 4 mesures de 4 temps, les instruments s'inséraient au fur et à mesure, etc. Par exemple, un des morceaux préférés où j'ai essayé de faire comprendre la musique électro à mon père, c'était les Chemical Brothers, The Sunshine Underground, où en fait, finalement, tu peux analyser que le tempo peut être doublé, mais en fait, c'est juste instrumental. Le tempo est toujours le même parce qu'en fait, t'as des samples, t'as des boucles qui sont ajoutées au fur et à mesure. Et les boucles du début qui sont assez lentes, elles passent par-dessus les parties rapides et ça passe sans problème. Et c'est toujours ce côté analyse en fait que j'ai quand j'écoute les morceaux, donc c'est un peu chiant parfois. Et, mais voilà. Donc ça fait que je peux écouter les morceaux le même pendant des heures et des heures parce que j'essaye de l'analyser à fond en fait, quoi. Voire essayer de rien louper, quoi. D'accord. D'accord. Ça me rappelle, j'en ai déjà parlé ici, moi je suis assez passionné de Pink Mhm. Floyd. Et il y a des moments, il y a certains morceaux, notamment sur The Wall,
où, au bout d'un moment, je les ai tellement écoutés que je n'entends plus qu'un seul instrument. J'entends plus que la basse, par Hmm. exemple, le rythme de la basse, et ça me sort de la chanson. Oui, Et c'est dommage parce que je perds la chanson en fait. ouais. Et tu as Ah, mais carrément, en fait. le même comportement, ouais. Carrément, en fait, c'est un peu aussi une mauvaise habitude de solfège, en fait. Où quand... alors, le début, quand t'as des dictées de notes, en fait, t'as juste une voix, mais après, au fur et à mesure, t'as des dictées à 2 voix, 3 voix. Et en fait, c'est fait que tu segmentes, en fait, tous les instruments ou toutes les voix pour savoir les écrire, en fait. Et typiquement, c'est quelque chose qui est resté chez moi, en fait, où... alors ça m'aide par exemple quand je veux faire des arrangements pour ma classe d'orchestre, pour des morceaux ou autres. J'arrive à dissocier chacun des instruments pour pouvoir écrire les parties. Mais c'est rare que je mette mon cerveau de côté pour écouter le morceau dans sa globalité en fait, quoi. La première écoute, j'arrive à peu près à faire ça, mais après par contre à partir de la deuxième écoute, c'est fini quoi. C'est vraiment j'écoute un des instruments ou pardon, ou j'écoute rarement l'intégralité du de, quoi, je sais pas comment dire, l'intégralité du morceau quoi. Ouais, d'accord. Et quand tu parles de ces différentes voix qui s'ajoutent, ça me rappelle, moi, il y a un morceau qui m'a marqué étant gamin, c'est le boléro de Ouais. Ravel, où j'ai l'impression que tu as une base rythmique Hmm. et que chaque, je sais pas comment on dit, des couplets, des mouvements, et c'est un instrument Oui. différent en fait. En fait, C'est ça. le boléro de Ravel. J'avais l'impression que c'était un truc pour les écoles en Ouais, fait. alors en fait, j'ai fait un remplacement dans l'école de musique sur le solfège. En fait, solfège, ça n'existe plus, maintenant ça s'appelle formation musicale. En gros, ils ont changé pendant 1 heure, au lieu d'apprendre, t'apprends les rondes, les blanches, les noires, etc. Pendant une demi-heure, t'apprends ça, pour avoir quand même une base scolaire. Et après, pendant une demi-heure, tu vas apprendre à découvrir, à avoir une culture musicale. Et donc justement, quand j'ai demandé un peu aux autres profs qu'est-ce qu'ils faisaient, etc., ils faisaient écouter un peu Pierre et le Loup, par exemple, parce que dans Pierre et le Loup, C'est Prokofiev, c'est ça? tu vas avoir un instrument, va être un personnage, par exemple. Donc ça va permettre de raconter l'histoire. Par exemple, je crois que la canne, c'est la clarinette, le grand-père, c'est le basson. Donc ça te permet aussi de montrer, par exemple, plus l'instrument est gros, plus il va avoir une grosse voix, parce qu'il va être plus grave. Donc ça te permet aussi d'expliquer aux enfants les différences d'instruments, pourquoi, par exemple avec un piccolo, tu vas jamais faire de grave en fait, parce que l'instrument il est très petit, donc ça fait forcément l'air, il va être beaucoup plus court, donc ça va être beaucoup plus aigu. Et en fait, il y a le boléro de Ravel, il est très utilisé pour justement présenter un panel d'instruments. Tu vas entendre donc la caisse claire qui va faire son obstinato là, qui tam takataka 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 takam. Et donc ça reste tout le temps. Et au fur et à mesure, je crois que t'as que 2 chants en fait différents, si mes souvenirs sont bons. Et à chaque fois, ils vont être joués par des instruments différents. Et ça permet donc justement de les présenter au fur et à mesure et que les enfants arrivent à entendre, ça c'est un trombone, ça c'est un sax, ça c'est une clarinette, ça c'est un hautbois. Donc le boléro de D'accord. Ravel est très utilisé dans ce sens-là en fait, sur l'écoute et la découverte des sons des instruments. Ok. Et j'ai toujours eu un immense respect pour la personne à la caisse claire qui est Ouais, capable de passer 15 minutes sur ce rythme sans se c'est tromper. clair, c'est clair. Je sais pas comment elle fait, parce que c'est Ah, vraiment. tu mets ton cerveau de côté. Parce que là, c'est impressionnant, parce il faut tenir 15 Ah, minutes sur il faut être le régulier, truc. toujours exactement le même rythme tout le temps. Ouais. Ouais. En fait, c'est là où le chef d'orchestre intervient aussi un peu. C'est-à-dire que je le vois avec... parce que je l'ai pas joué le boléro de Ravel, mais j'ai joué un autre boléro. Justement, ce week-end à un concert. Et justement, le batteur me regardait pour savoir quand c'est que je dois l'arrêter, parce que lui, il a toujours la même mesure à jouer pendant tout le morceau. Il va pas s'amuser à compter toutes les mesures qu'il doit jouer, donc il te regarde et c'est juste... non, quoi. Pour moi, un chef d'orchestre, en fait, il est pas très utile au concert, juste pour lancer les morceaux et les arrêter, en fait. Le chef d'orchestre, il va faire beaucoup son travail en amont.
Ça va être toutes les répétitions, etc. Après, pour le concert, il fait juste figuration, quoi, en fait, quoi. Et sauf dans certains cas, comme par exemple arrêter le batteur après le boléro parce que il faut qu'il arrête, quoi. D'accord. Je me souviens d'une chose que j'ai vue il y a quelques années, je sais pas si tu as connu ça. Bon, toi, tu es dans la Loire, moi Ouais, je suis dans le Rhône, on est oui, voisins. À Lyon, il y a une télévision locale qui s'appelle TLM, Télé oui. Lyon Métropole, qui pendant un temps diffusait des, je crois qu'ils appelaient ça les après-midi musicaux, avec le chef d'orchestre de l'Orchestre national de Lyon qui expliquait des morceaux aux Ouais, enfants. c'est cool, ça. Je connaissais pas du tout. Euh, Mais je vois le principe, mais c'est cool. Il y a plein de... Et c'était il y a 15 ans, ouais, ça. C'était un Américain ou un Australien, je crois, d'après d'accord. l'accent. Mais vraiment, il jouait avec la musique, il la rendait ludique et il expliquait aux enfants, là j'accélère le rythme, ça fait ça, là je le ralentis, ça fait ça, Hmm. etc. C'était vraiment une manière de découvrir qui était très C'est sympa et c'est sur YouTube. j'ai regretté de pas en avoir vu Ouais, c'est plus. sur YouTube aussi, hein. Tu as des musiciens de l'orchestre de Radio France qui présentent leur instrument aux enfants. Et donc, tu as certains D'accord. thèmes qui sont connus par instrument, et puis t'expliques aussi le fonctionnement de l'instrument. Je trouve ça super bien aussi pour les gamins, pour la découverte des instruments, quoi. Mm. D'accord. Ok. Ouais, effectivement, il faudrait que je regarde ça, mais c'est ouais, je pense que ça me rappelle le sujet que j'avais fait avec Akanoa il y a quelque temps sur la Mm. vulgarisation. C'est quand tu parles qu'il n'y a plus de solfège, mais maintenant il y a de l'éducation musicale où on donne une culture musicale Ouais. aux gens. C'est vrai que moi, quand j'étais jeune, je voulais faire de la musique. On m'a dit commence par faire du solfège. Ça m'a gonflé, j'ai pas tenu, clairement. Alors, ouais. Et peut-être que s'il y avait eu une approche un peu plus ludique, Mm. j'aurais pu tenir. Mais, Alors ça, tu peux parler à mais tous voilà. ceux de notre génération, parce qu'on a à peu près le même âge. Le solfège, j'en connais pas beaucoup qui ont aimé. Euh, Moi, c'est particulier, parce qu'en fait, je me fritais avec mes profs de solfège, parce que pour moi, la musique, elle est scientifique. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux... elle est mathématique et physique. La musique, c'est des fréquences, etc. Et en fait, ben, les découpages rythmiques, c'est des mathématiques, quoi. Un triolet, c'est à chaque fois, une croche va valoir un tiers de temps, et... donc finalement, je me faisais des fractions, des opérations mathématiques pour certaines choses. Et mes profs, en fait, étaient pas du tout d'accord parce que eux, ils avaient le côté artistique, en fait. Et donc c'est vrai que c'était un peu particulier lié à les tensions qu'il y avait entre nous. Euh, Après, ben moi, j'aimais bien le solfège parce que, en gros, en terminale, donc c'est là où ça faisait donc 10 ans que je faisais la trompette et je passais mon quoi. En fait, j'ai pas mon troisième cycle, je devais le passer et il fallait que je fasse encore un an, mais après je suis parti en études supérieures et c'était compliqué. Et en solfège, j'ai mon troisième cycle normalement, oui ça. Et en fait, c'est en terminale, j'ai dû choisir vers quelle filière je voulais m'orienter. Au début, je voulais être compositeur de musique de jeux vidéo, un peu à la Jeremy Soule, ou des trucs un peu épiques, quoi, des musiques assez épiques, etc. En fait. Donc toujours avoir une bonne inspiration classique. Et bon, c'était les années 2000, il y avait le MIDI, ça rendait pas trop. Mais Oui. voilà, et puis j'avais pas non plus la fibre créatrice comme ces gens-là. Ou sinon je partais en informatique. Et en fait, je me suis dit bon, dans quel job dans quel milieu j'aurais plus de chances de trouver un job. Et en fait, donc je suis parti en info plutôt que de partir en musique. De temps en temps, je regrette toujours un peu, et donc là, c'est vrai que depuis 4 ans, je me suis pas mal investi dans l'école de musique, et donc là, bah, cette année, je suis prof de trompette, j'ai fait des remplacements en formation musicale, je retrouve un peu ce côté finalement que je voulais faire, mais j'ai toujours mon job à temps plein à côté, donc ça me prend des grosses journées. Mais mais ouais, c'est en fait j'ai aimé le solfège pour ça, mais je trouve ça vraiment bien la nouvelle formule avec la formation musicale où ils donnent cette culture musicale. Par exemple, je vois là
pendant mes cours, en fait, je leur ai montré que beaucoup de musique moderne, parce que les gamins, ils parlaient de rap, etc. Je fais, ben voilà, dans tel morceau de rap, t'as du classique. T'as beaucoup d'inspiration classique ou on va dire même par exemple style Nars Barkley en fait Crazy en fait qui a juste le thème c'est même la musique c'est un western spaghetti des années 60 si je dis pas de bêtises qui est derrière en fait quoi. Donc à chaque fois c'est ce que je leur montrais un peu les parallèles qu'il y avait entre tu regardes telle musique, l'original c'est ça par exemple. Et les gamins ils adoraient en fait ce côté-là quoi, de se dire ah ouais en fait faut vraiment écouter tout et pas se concentrer à un seul style musical quoi, parce que finalement tu peux avoir des inspirations dans d'autres styles etc quoi. Donc c'était donner ce Ok. côté-là, ce goût-là d'écouter de la musique en fait aux gamins quoi. Ok. Tout à l'heure, tu disais que toi, tu voyais la musique comme Ouais. mathématique. Est-ce qu'en grandissant, en vieillissant, tu as retrouvé le côté artistique plus Non, facilement? toujours pas. Non, toujours Non, pas. j'aimerais bien, mais non. Non, comme je dis, j'essaie de faire D'accord. des compos un peu, des choses comme ça. Et en fait, elles sont toujours assez mathématiques derrière, en fait, quoi. J'ai pas de, quoi. Tu vois, je suis passionné par un artiste comme Hans Zimmer, par exemple, qui, lui, a très peu d'années de solfège, même voire pas du tout. Qui, limite, je pense qu'il est même incapable de lire de la musique, mais par contre, il est capable d'en produire, après, tu le sens sur certaines choses, par exemple, où il a des périodes où il y a des musiques, tu sais pas les différencier d'un film à l'autre. Par exemple, Inception et The Rock, je crois. Même de Pirates des Caraïbes et Gladiator, en fait, t'as des thèmes qui sont assez similaires entre eux. Euh, il y a beaucoup de ce qu'on appelle d'obstinato, en fait, Ouais. des patterns qui se répètent. Mais Mais il me semblait que pour Pirates des Caraïbes, c'était un de ses élèves, c'est Klaus Badelt, je crois, qui avait ouais, composé, non? ouais, mais en fait, Mais effectivement, moi, il y a des morceaux qui se ressemblent vraiment entre Pirates des Caraïbes et ouais, Gladiator, hein. carrément, carrément. Et mais même dans Pierre des Caraïbes, en fait, t'as un de ses apprentis qui était Ramin Djawadi, Ah oui, qui le le fameux. fameux, qui fait Game of Thrones, Westworld, etc. Et en fait, tu reconnais un peu Dan Zimmer parfois dans ses compos, mais il a son côté assez à lui qui le différencie. Mais ouais, typiquement, quand je te disais tout à l'heure qu'il y a deux personnalités, et en fait, pour moi, Hans Zimmer fait partie complètement d'un côté créatif et que Mhm. j'admire énormément en fait quoi. Alors que je connais des musiciens qui détestent parce qu'en fait il a pas fait d'école, il a pas fait rien. Mais alors que pour moi il est très créatif quoi. Ouais. Et le côté musique mathématique, ça me rappelle ce que disait Alexandre Astier quand il a fait son spectacle sur Bach, Mmh, Que ma joie oui, demeure, où il disait que c'était quelqu'un qui était très très mathématique en fait dans son approche de la musique. ouais. Alors, Johann Sebastian Bach, lui, c'est c'est marrant parce qu'en fait, il est très novateur pour son époque. Il y a beaucoup de choses il laissait aussi pas mal d'espace pour de l'interprétation. Et tu pouvais rajouter facilement des voix, etc. dans ces morceaux, contrairement à d'autres musiciens comme Beethoven où c'était assez fermé. Bach aussi, ce que j'ai bien aimé de lui, c'est justement, je suis en train de faire un projet open source qui est un peu l'idée de ça, c'est que en allemand, B-A-C-H, c'est si bémol, la, do, si bécart. Et en fait, parfois dans certaines de ces basses, les accords, c'est ces accords-là en fait, c'est sa signature, c'est son nom de famille, Il a mis son nom c'est dans ça, les. dans les basses. Parce qu'il me semble qu'il y a quasiment qu'en France que les notes s'appellent do, ré, mi, fa, Ouais, sol. Dans les autres, c'est lettres, c'est ça? c'est ça. Dans les autres. Je crois qu'en Italie aussi, c'est do, ré, mi, fa, sol, ou quelque chose d'assez similaire, mais dans les pays anglo-saxons, en fait, t'as deux écoles. T'as l'école anglaise où c'est A, B, C, D, E, F, et en allemand où c'est A, H, donc H, C, D, E, F, G. Oula. C'est, ouais. Non, c'est, voilà. Mais en fait, après, la notation internationale, c'est la notation anglaise où tu vois justement les accords C, D, etc. en fait. C'est pour Do. D'accord. Ok. C'est vrai que c'est parfois perturbant quand on voit un album et on voit in C Ouais. major, c'est bon, c'est.
Ouais, C'est- ouais. Bah après, je suppose- ouais, quand tu fais du jazz ou du rock, tu notes les accords comme ça, en fait. Tu notes les accords à l'international, en fait. C7, des choses comme ça. Ok. Tout à l'heure, tu parlais de, t'as des personnes qui sont très scolaires et des personnes qui sont plus dans le spontané. J'avais entendu une anecdote, je sais pas si c'est vrai, c'était à propos d'un groupe qui s'appelait Deep Purple, Mhm. qui avait tendance à être très, très, très technique dans ses compositions, et au point que certains leur reprochaient de se la péter un peu, quoi. Alors, Est-ce que ça te dit quelque pas du chose? tout. En Non? fait, le côté rock des Hein. années 70, c'est vraiment bah, ce que j'écoute le moins. Quoi, alors, le rock D'accord, 60-70, d'accord. c'est vraiment... En fait, j'ai jamais eu trop une grosse période rock. C'était pas ce que j'écoutais le plus. Je sais que par exemple actuellement il y a bah, hier en fait j'en discutais avec un de mes clients qui est fan de métal. Par exemple t'as des groupes comme Meshuggah aussi qui sont des Suédois qui ont ce qu'on appelle des mesures asymétriques, c'est-à-dire que en fait en musique, bon si on prend la techno ou la musique électronique c'est du 4/4, c'est-à-dire que t'as 4 noirs par mesure. D'accord. Eux, ils sont capables de faire du style une mesure à 5. Alors attends. euh, à 15, à 15-16, en fait, donc 15 double croche. Ensuite, la mesure d'après, il va y avoir 7-8, par exemple, 7 croches. Ça va tout changer à chaque fois, en fait, à chaque mesure. Je trouve ça hyper dur à jouer. Par contre, j'aime bien écouter, mais je trouve ça, en termes de, ça me fait des nœuds au cerveau quand je l'écoute, parce que comme j'essaie d'analyser. Mais en tout cas, c'est bien aussi ce côté-là où c'est justement, je trouve, moins scolaire. Et ouais, carrément, bah, je pense pas qu'il se la pète, mais par contre, il repousse à chaque fois les limites de ça. Et D'accord. ouais, je trouve ça assez passionnant ce côté-là en termes d'analyse. Mais en termes d'essayer de reproduire, c'est peut-être que c'est volontaire de leur part hein, pour essayer ils aient moins de covers possible. Mais ouais. Et c'est marrant ce que tu dis que tu n'écoutais pas trop de rock, et pourtant il me semble que c'est souvent il y a de grands morceaux de rock où derrière ils ont voulu mettre un orchestre symphonique Oui. ou pas forcément symphonique, mais un orchestre classique. Je pense Queen, il y avait Who Wants to Live Forever qui était Ouais. très très symphonique. Il me semble que Ouais. Metallica a fait tout un Ouais, le concert. Symphonic and Metal, euh, qui est vraiment cool. En fait, voilà. Metallica, après l'épisode Napster, j'écoutais plus du tout, en fait. J'étais un peu vénère contre eux. Ouais, comme beaucoup de monde, je C'est pense. ça. Et j'étais pas hyper fan de Metallica, à part deux, trois chansons. Et en fait, ce concert, ouais, je l'ai vraiment écouté plusieurs fois, parce que j'adore ce côté-là. Maintenant, il y a le hip-hop symphonique aussi, en fait. Il y a des groupes comme 113 ou autres qui ont fait des orchestres symphoniques. J'ai écouté pas mal c'est quoi, il y a 2 ans, on va dire. Il y a deux, trois orchestres qui ont fait des reprises version symphonique de tubes électro des années 90 comme Faceless, etc. Donc il y a le Heritage Orchestra qui est en anglais. Il y a le Mhm. Kaleidoscope Orchestra aussi qui est anglais, qui font des reprises de Britney Spears, des trucs comme ça, mais versions à chaque fois avec orchestre symphonique. Je trouve ça vraiment classe. Et en France, il y a l'Orchestre Lamoureux qui avait fait pour les 15 ans de Headbanger, qui ont repris tous les grands tubes du label. Donc t'avais du Holos de Vladimir Cauchemar, t'avais Pocket Piano de DJ Mehdi, t'avais Justice. Euh, J'aimais beaucoup ça. Ou aussi le grand festival de musique électro Tomorrowland là. En fait, ils ont un orchestre symphonique où c'est Hans Zimmer qui a composé le générique. Et pareil, ils reprenaient les tubes style du Robert Miles, des choses comme ça, quoi, toute notre adolescence. Ouais. Je suis bien fan de ce genre-là, en fait. C'est un de mes rêves de faire ça.
J'ai vu l'autre jour en replay, ils ont diffusé quelque chose qui a été enregistré dans les arènes d'Orange. Mhm. C'est un concert classique de musique de jeux vidéo. Ouais. Oui, on m'en a parlé. Ça rejoint ton envie de jeunesse. Oui. Bah ouais, j'ai vu. Et ça part de Super Mario jusqu'à du Final Fantasy Ouais. ou T'as le Video Game autre. Orchestra qui existe, VGO, qui font ça. Et il y a aussi le London Philharmonic qui avait fait un album avec justement des reprises de jeux. T'avais du Angry Birds, t'avais du Tetris, du Mario, du Skyrim, du Halo. Mais en fait, c'est ça qui est bien avec la génération. En fait, à partir des années 2005-2010, en fait, le MIDI n'existe plus trop, on va dire, pour les jeux. Tu commences vraiment à avoir des bandes son, justement avec PlayStation ou autre, qui mettent vraiment de l'audio vrai. Et c'est à partir de ce moment-là où je trouve les musiques de jeux vidéo commencent à prendre du volume. En fait, c'est plus un petit thème comme Mario où t'avais toujours le thème avec la boucle de quelques secondes voire dizaines de secondes parce que justement t'étais limité par rapport à la place, que pour avoir des belles BO comme Assassin's Creed avec Jesper Kid ou tous les Elder Scrolls avec Jeremy Soule. Attends, c'est bien ça, je crois que je dis pas de bêtises. Ouais, il me semble que c'est ça. Et justement, ce volume sonore-là, et t'as plus... puis il a un peu Hans Zimmer qui a vraiment mis le côté épique, en fait, ce côté d'épique musique, qui fait que les jeux vidéo s'y sont mis et t'apportent un peu plus de côté cinéma, en fait, avec justement toutes les cinématiques, tout ça, que tu vois dans les jeux vidéo, avec justement il faut avoir une belle bande son et justement comment dire, le support qui n'est plus une petite cartouche permet de faire ça, en fait, justement. Ouais. Tu dis qu'Hans Zimmer a apporté le côté épique, côté cinéma, mais est-ce qu'il n'y a pas eu John Williams avant lui? Ouais. Avec Star Wars dans les années 80, mais après quand tu écoutes les John Williams d'après, je trouve ça moins épique, en fait. 70. Même 70, Oui, Star Wars. oui. Après, ouais, John Williams, t'avais tous les grands Spielberg, en fait, mais tu vois, sur le côté, attends, si je dis pas de bêtises, John Williams, c'est bien celui qui a fait aussi Harry Potter, et je trouve ça pas du tout... Tu vois, il a eu ça... Il a fait les premiers Harry Potter, Ouais, oui. mais justement, le thème, le Edwige thème, là, tan, tan, tada, tan, 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 ben ça, c'est... Je trouve pas ça épique, par exemple. Après, c'est Il a remis au goût du Edwige, jour, en il faut pas fait. de Je dirais Hans Zimmer l'a remis au goût du jour. Mais après, c'est vrai que moi j'avais une compile de John Williams quand j'étais ado. Dessus, il y avait Indiana Jones. les rencontres du troisième type, Indiana Jones, Superman. Carrément. Mais je trouve que... Là où il y avait l'épique. Ouais, mais quand tu regardes en fait les films des années 80 et les films des années 90, finalement, la musique est devenue un peu plus intimiste dans les films. Tu prends par exemple un des thèmes que j'adore, qui est Forrest Gump. La musique, elle est très légère, elle est très douce, et tu as de moins en moins de musique très orchestrale comme il y avait dans le début des années 80 avec Indiana Jones, avec Star Wars, qui était vraiment, t'avais des corps, t'avais des trompettes, etc. Que là, tu vas avoir plus du piano. Tu vas... C'est revenu plus tard, en fait, ce côté-là, avec un peu alors, c'est des films que j'ai pas vus, parce que je kiffe pas du tout, mais les Avengers, les Transformers, en fait, où t'as de retour ce côté un peu épique qui revient avec des compos, avec des corps, avec avec des orchestres, en fait, quoi. C'est Alan Silvestri, je crois. Ouais. Alan Silvestri, c'est Retour vers le futur, surtout pour moi. Ah oui, forcément. L'autre jour, j'ai passé un moment avec ma femme et ma fille pour retrouver, je sais même pas si ce morceau a un nom dans Retour vers le futur, c'est le petit thème de quelques notes, là, tu sais, qu'on entend dans Retour vers le futur. Ouais.
C'est juste un petit truc, t'as 3-4 notes un peu cristallines. Ah oui, oui, je vois ce euh, que tu veux dire. et Euh... Ah non, pour retrouver, pour le faire écouter à ma fille, j'ai galéré parce que je savais même pas comment il s'appelle je ce sais même pas truc. s'il est dans la BO en fait, quoi, parce que c'est juste une musique additionnelle en fait, quoi, dans le film. Ouais, c'est ça, c'est juste, Ouais. je sais pas combien il y a de notes, je vais pas compter, mais c'est quelque chose de très léger et c'est le petit machin qui te reste dans la tête Mais pendant longtemps. après, John Williams, ça a beaucoup marqué les gens en fait. Hein. Tu regardes style, t'as Muse qui avait repris dans un de ses concerts juste pour commencer le concert avec merde, les notes de Retour du troisième type, Rencontre ce Rencontre du type, ouais. troisième type, pardon, avec c'est dans Harp justement, je crois. Après, ouais ça. Après avoir joué Prokofiev avec Roméo et Juliette, il joue ses petites notes et il lance le concert. De toute façon, ouais, John Williams, Hans Zimmer, Howard Shore, Alan Silvestri, c'est des grands compositeurs qui ont marqué des générations de musiciens. Là. Ça me rappelle un film, alors qui est pas du tout musical, mais il y a un moment musical dans ce film, ça s'appelle The Holiday. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non, je suis pas très film. C'est avec, c'est avec Cameron Diaz, en fait, c'est l'histoire où elle est américaine, elle échange sa maison pour les vacances avec une anglaise. D'accord. Et le boulot de Cameron Diaz, c'est de monter les bandes annonces de films. Elle vit à Los Angeles. Et son meilleur pote est joué par Jack Black, Tac. qui sympathise avec l'anglaise, qui l'emmène dans un vidéoclub. Et ils font le tour du vidéoclub et il analyse chaque film du point de vue de la musique. Top. Ah, Jack Black, grand musicien Donc aussi. Hein. il parle de Star Wars, des Dents de la Mer, le fameux Tin, tonton, tin, tonton, tin, 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 tonton. ta, ta, ta. Voilà. Et il fait tout le tour du vidéoclub Trop bien, sur la musique des films. je vais le noter parce que ça me dit bien de regarder ce truc. Et alors après, c'est une comédie romantique de base, Ouais, ouais. hein, avec aussi Jude Law, personne. Et le truc amusant, alors ça, c'est l'anecdote de cinéphile, quand ils sont dans ce vidéoclub, à un moment, il prend le DVD du film Le Lauréat. Ouais. Et juste à ce moment-là, derrière lui, on voit passer Dustin Hoffman, Ok. qui regarde le film, qui fait puis qui s'en va. Et en fait, j'ai appris par la suite que le jour où il tournait cette scène, Dustin Hoffman passait dans la rue, ils l'ont vu passer, ils ont dit tu veux pas venir faire une apparition? Et il a dit oui. Ah, c'est cool. Voilà. Et donc il y a Jack Black qui disserte sur la bande originale du lauréat, et derrière on voit Dustin Hoffman qui regarde, ouf, qui s'en va. Voilà, c'est une petite anecdote sur le film qui était assez amusant. Ah, bah, Jack Black m'a fait découvrir pas mal de trucs, moi, perso, avec le rock, justement. J'avais découvert, en gros, j'ai découvert le côté musical de Jack Black avec son film The Peak of Destiny. Euh, Tenacious D. ouais, Tenacious D, ouais. Et j'ai écouté pendant longtemps Tenacious D. Je l'écoute de temps en temps encore un peu, Kickapoo, elle me fait bien marrer. Hein. Et justement, c'est là où j'ai découvert aussi certains artistes, en fait. Par exemple, style Meatloaf, pour moi, je le connaissais par rapport à Fight Club, mais je savais pas qu'il était chanteur, en fait. Et donc ça m'a permis de découvrir quelques groupes comme ça, quoi. Parce que je me disais, ouais, ils chantent pas trop mal et tout dans le film. Et en gros, quand tu regardes après la page Wikipédia, tu fais, ah, mais en fait, le mec, il a un groupe. D'accord, ok. Et À son nom d'ailleurs, je crois. Meatloaf, ouais, je crois que c'était, ouais. Oui, dites-le. Ouais. Et, et donc, ouais, Jack Black, pour moi, un bon musicien aussi. Bien, bonne culture musicale aussi. Énorme culture musicale, ce monsieur. D'accord. Euh, Une petite digression, on parle musique, etc. Dans le cinéma français, on a quelques musiciens connus en tant qu'acteurs, je veux dire, notamment De Funès, Ouais. qui expliquait que son jeu était, il le voyait comme une mise en musique, c'est-à-dire il mettait une rythmique, il faisait quasiment une partition quand il jouait. Est-ce que toi, ça, tu le vois si tu vois un film de Funès? Est-ce que tu arrives à voir ce qu'il disait ou est-ce que c'était pour lui seulement?
Euh, je le vois pas trop. Par contre, en fait, euh, je pense que moi, pour beaucoup de choses, en fait, par exemple, j'avais du mal à apprendre mes leçons quand j'étais ado. Et en fait, je les apprenais comme si c'était des paroles de chansons ou autre. Donc j'avais la musique qui était en tête et ça permettait de découler. Je pense que c'est un peu ce côté-là dont il parle, dans le sens où quand tu as une musique que tu connais, que tu reproduis, en fait, tu connais toute la mécanique et ça se déroule assez facilement. Et je pense que tu peux voir ton jeu d'acteur un peu dans le même sens, en fait, où justement t'as toute une scène à dérouler, t'as toute une gestuelle, t'as les paroles, etc., tout à retenir, et la musique peut t'aider à te positionner, en fait. Je pense que il peut y avoir ce côté-là, en fait, que je le vois pas tant à l'écran, mais je pense qu'en me mettant à sa place, c'est possible que je vois l'idée, en fait. Vraiment. Ok. Pardon. Euh, en région lyonnaise, on a un orchestre national de Ouais. Lyon qui est relativement renommé. Oui. Il a participé à la bande originale du film Camelot. Oui. Je sais pas si tu l'as écouté, celle-là. La bande originale, non, j'ai pas encore eu le temps. Je sais que c'est Astier qui l'a composé et même dirigé, peut-être, je pense. Oui, composé, dirigé. Je crois que même qu'il joue de quelques Ouais. instruments dedans. Et en fait, l'ONL, j'étais allé le voir plusieurs fois à l'auditorium pour voir des ciné-concerts. Oui, j'avais vu la trilogie du Seigneur des Pareil, j'avais Anneaux vu le avec eux. premier et le second, je crois. Ouais. Ouais, le premier et le second. J'avais pas pu voir le troisième. Mais ouais, l'ONL, un gros niveau, quoi. C'est cool à voir justement les ciné-concerts, je trouve ça vraiment trop bien, quoi. C'est justement, on est en train de voir pour peut-être en offrir un à mon fils pour Harry Potter. Et, euh, Mhm. je trouve ça. Alors, d'un côté, chef d'orchestre, c'est vraiment gros stress parce qu'en fait, il faut que tu fasses bien partir au bon moment, etc. Après, les musiciens en face, c'est des musiciens pro, donc en fait, la partition, c'est bon. Il y a aucun souci de ce côté-là. Toi, le stress en tant que chef, c'est vraiment de faire partir au bon moment par rapport au film, quoi. Euh, ouais, l'ONL, vraiment un gros orchestre, quoi. Je suis. Alors, pour le troisième Seigneur des Anneaux, moi j'y étais, je peux te le dire, il était moins bien. D'accord. Bon, alors, ça va. Je regrette pas. En fait, il y a eu des loupés. Il y a eu des loupés, mais je pense que ça vient de la bande son qui était mise à disposition de l'orchestre, parce qu'en fait, je sais pas qui fournit à l'orchestre une bande son sans musique, D'accord. avec les bruitages, les paroles, etc. Mais il n'y a pas la musique. Mhm. Et c'est l'orchestre qui fait la Oui. musique en live. Et dans le Retour du Roi, il y a plusieurs séquences chantées, notamment Merry et Pipin qui chantent debout sur une table parce qu'ils sont contents, ils ont gagné les combats, Oui. etc. Eh ben, ils avaient considéré que ça c'était de la musique, ils avaient donc supprimé les chants de la bande son, mais il n'y a personne qui chantait Ah mince. dans l'orchestre, donc on voyait Merry et Pipin qui gesticulaient sur une table sans un bruit. Ah ouais, donc c'est moins fun. Ils auraient pu prendre des chanteurs. Donc enfin, ça faisait gros loupé quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi là, sur ce côté-là. Ouais, là j'avais été assez déçu sur ce point-là, mais sinon c'est une expérience géniale parce que en plus d'entendre la musique, tu la C'est ressens ça. à l'auditorium de Lyon. Quand la grosse caisse elle tape, tu la Moi, sens, ce que quoi. j'avais adoré, c'était de voir une enclume, en fait, dans le premier, où justement, quand Ouais. tu vois qu'ils sont... oh, putain, j'ai perdu les noms, ça fait tellement longtemps que j'ai pas passé un anneau, mais la tour de Saruman, là, quand ils creusent, en fait, où tu vois, et là, t'entends les Oui. gros trucs industriels avec l'enclume, et là, tu vois le percussionniste avec son marteau à taper sur l'enclume, ping, ping, et là, tu fais, trop bien. Ce qui m'avait marqué dans ce concert, c'était plus parce ils sont plus de 200 en tout, Mm. parce il y a une centaine de choristes, et il y a notamment un soliste, c'était un enfant, parce qu'il y a un morceau du film où t'entends juste une voix d'enfant qui chante. Enfin, qui chante, il parle pas, c'est il fait un vocalise. Moi je chante faux, je vais pas essayer de le faire. Et j'avais vu ce gamin
il avait quoi? Il avait 12 ans, parce Mm. qu'il fallait encore avoir une voix qui n'a pas mué, qui était tout seul, avec tout le monde qui le regardait, et qui était en train d'assurer ça devant le film. C'était Ouais, magique. c'est clair, c'est clair. Il était super doué et il a assuré. Moi, j'étais sur mon fauteuil, j'étais content. Ah ouais, non, c'est clair. Après, juste un truc, ouais, ça enlève pas le stress, etc. en fait. Mais quand t'es sur scène, quand j'ai déjà fait des trucs un peu comme ça quand j'étais gamin, pas en chant, mais en musique. En fait, j'avais joué par exemple pour un cirque dans le théâtre de Vaison-la-Romaine, qui était rempli, donc je crois que c'est 500 personnes, un truc comme ça. Mais en fait, vu que t'as le projet en pleine tête, tu vois rien du tout. Donc ils peuvent être 10 en face comme 500, tu t'en fous en fait. T'es- Donc t'as un peu moins de stress de ce côté-là, mais t'as quand même le stress d'être sur scène, ça empêchera pas quand même ce côté-là, et ça empêche pas le talent de ce musicien. Mais c'est vrai que en fait quand t'es sur scène, t'as le projecteur sur toi, tu vois rien du tout en fait, quoi. Donc tu stresses pas tant que ça du nombre de personnes qui est en face. D'accord. Ouais, c'est assez marrant ce côté-là justement de au début, tu sais, tout le monde se fait ah il y a beaucoup de monde et tout. Je sais pas, j'ai vu il y avait personne, mais en fait moi j'ai juste vu l'orchestre en bas, c'est tout ce que j'ai vu quoi. Et après, quand tu sors, tu fais ah ouais, en effet, il y a quand même pas mal de monde, quoi. Si je me loupais, c'était pas sans sas quand même. Mais Oui, force. Je me posais une question sur les instruments. ouais. Euh, ma culture est essentiellement rock, et il y a quelques années, j'avais lu une biographie de Queen où j'avais lu que Brian May, le guitariste, non seulement jouait de la guitare, mais jouait de la harpe, enfin, il maîtrisait plusieurs instruments. Et est-ce que finalement, une fois que tu as le solfège, c'est facile de passer d'un instrument à l'autre? Hmm. Alors oui et non. En fait, je dirais oui pour pas mal de choses dans le sens quand t'as le solfège, tu sais lire une partition facilement. Il y a certains. Alors, pour ma part, par exemple, moi, donc je suis trompettiste, je fais un peu de piano, la guitare basse, etc. La trompette, c'est un instrument qu'on appelle transpositeur, c'est-à-dire qu'en fait, quand je joue un do à la trompette, c'est pas un do sur le piano, c'est un si bémol. C'est pour ça qu'on dit que la trompette est un instrument en si bémol. Les sax, par exemple les sax alto, les sax baryton, eux ils sont en mi bémol. Les corps ils sont en mi bémol ou fa. T'as une autre problématique, c'est l'oreille en fait sur ce côté-là. Quand tu joues d'un instrument qui est transpositeur, c'est-à-dire qu'en fait tu vas pas spécialement entendre les notes que tu joues. Mhm. Euh, Ça, c'est le côté qui va être un peu enquiquinant quand tu joues d'un nouvel instrument, en fait. Après, quand tu sais jouer d'un instrument, tu as déjà un peu la mécanique. C'est un peu comme apprendre des langues, en fait. Au début, tu vas galérer avec les doigtés, en fait. La trompette, en fait, donc moi j'ai que 3 pistons, mais si tu prends une clarinette, un sax, ben t'as tous tes doigts, en fait, que tu dois utiliser. Tu vas voir une note, un la, ben tu sais que c'est tel doigté, donc au début t'as vraiment cette mécanique-là, mais au fur et à mesure de la pratique, ça va être finalement instantané, tu lis même plus la note, tu la vois, tes doigts se mettent directement en position, en fait. Euh, c'est apprendre un nouvel instrument, finalement, une fois que t'en as appris un, c'est comme apprendre une langue, en fait. T'as toute la mécanique qui fait que tu peux apprendre rapidement un nouvel instrument, en fait. Pour moi. D'accord, c'est comme en informatique, tu connais l'algo, tu passes Exactement. facilement de Go à Rust à Java à .NET. Exactement. T'as des subtilités en chacun des langages. Là, t'as des subtilités à chacun des Mhm. instruments. La plupart du temps, c'est des doigtés. Par exemple, le trombone, en fait, il fonctionne de la même manière que la trompette au niveau des lèvres. À part que nous, en trompette, on va faire vibrer juste la portion qui est juste, on va dire, sous le nez, que au trombone, tu vas faire Mhm. pratiquement toute la bouche, mais la différence entre le trombone et la trompette, c'est que le trombone est à coulisses, donc c'est-à-dire que tu as des positions, tu en as 7, mais le principe de faire différentes hauteurs avec les lèvres, c'est le même principe qu'à la trompette, donc tu peux apprendre rapidement un instrument d'un autre, parce que en fait tu vas apprendre finalement que les positions ou les doigtés, si tu passes du trombone
à la trompette, mais tu vas avoir une courbe d'apprentissage très rapide en fait, comme un nouveau langage en fait. T'apprends les petites subtilités et après c'est quelqu'un qui va passer de par exemple de la trompette à un instrument comme la flûte ou le sax. C'est pas du tout la même manière de produire un son, donc tu vas galérer au départ à sortir un son, mais après ça va vite. En fait, ce que j'explique aussi aux gamins quand je les ai, c'est il n'y a pas d'instrument qui est plus facile qu'un autre non plus. Par exemple, le piano, faire un son, ou la batterie, faire un son, c'est très simple, t'appuies sur une touche, t'as le son qui sort directement en fait. Ce qui va être compliqué au piano, c'est d'utiliser tes deux mains, d'avoir la vélocité dans tes doigts, etc. C'est ça que tu vas apprendre. Dans les instruments avant, là où c'est plus galère, c'est sortir un son. Mais après, finalement, la mécanique une fois que t'as compris comment un son est fait et que t'arrives à le faire à un, tu peux faire des sons assez facilement. Donc la courbe d'apprentissage est difficile au départ sur un instrument avant et très rapide après sur un instrument, très rapide après pour les doigtés, que sur un instrument type percussion comme les pianos ou les batteries, etc. Tu vas avoir une courbe d'apprentissage, je dirais plus difficile dans la longueur, en fait. C'est un peu comme la même chose entre l'anglais et l'allemand, finalement. L'allemand, t'as beaucoup de grammaire à apprendre, etc. Au démarrage pour bien le pratiquer, que l'anglais, finalement, il est assez simple au départ, la grammaire, et il se complexifie avec le temps, en fait. D'accord. Ok. Ok, ok. Pour terminer, est-ce que tu aurais des... Tu pourrais nous parler d'un coup de cœur musical que tu as vu dernièrement? Dernièrement, Oh bah oui, c'était moderne. non, non, en fait, moi, j'écoute assez peu ce qui est récent, à part un peu rap, tout ça, comme j'aime beaucoup Orelsan, mais c'est plus pour son univers que pour sa prod. Euh, un coup de cœur musical, compliqué. J'ai... Bon bah, Hein? quelque chose d'intemporel alors. Ouais, j'aime beaucoup Michael Field, par exemple. C'est... Mhm. Lui, surtout, qui m'a bercé pendant mon enfance, en fait, avec Tubular Bells, qui m'a boosté à faire de la compo, un peu comme Vangelis aussi, en fait. Ces deux personnes m'ont vraiment mis le goût justement de l'écoute parce que Michael Field, par exemple, il a composé Tubular Bells à 17 ans. Tubular Bells, c'est le thème de L'Exorciste. Oui. Et tu le vois justement, dans ma playlist, en fait, il y a un concert où il est à la BBC, hein, il a 18 ans à peine, quoi, il joue ça avec son frère, sa sœur, et puis deux, trois potes, quoi, et tu les vois, ils sont tout gamins, mais ils font déjà pour moi, une musique de grande qualité, hein, alors qu'elle est assez simpliste. Et c'est ce côté-là, en fait, que j'ai beaucoup aimé dans Michael Field, c'est quelque chose qui peut être qui était novateur pour l'époque, qui est assez simple à jouer et qui, pour moi, est intemporel justement. En fait, tu écoutes Tubular Bells maintenant, ça passe toujours en fait quoi. Euh, après, Et c'est marrant parce que tu parles de Vangelis et de oui. Michael Field. Tout à l'heure, toi, tu disais que tu étais quelqu'un de très scolaire. Il me semble que eux, c'est des autodidactes, tous les Ah deux. mais carrément. J'écoute énormément Ouais, d'autodidactes. c'est ça. C'est le côté C'est le paradoxal côté du paradoxal et puis le truc. côté aussi un peu, alors c'est de la jalousie mais pas maladive en fait. J'aurais aimé être autant créatif qu'eux en fait. Et je suis admiratif de ce côté-là sur tout ça en fait. C'est vraiment de l'admiration. Je regrette d'avoir fait peut-être trop de solfège et d'avoir essayé de trop théoriser ce côté-là quand j'étais ado. Et donc je me suis enfermé dans un carcan qui me plaît pas. Après, le fait d'avoir beaucoup de solfège, ça me permet pour la direction d'orchestre, ça me permet d'être assez carré sur pas mal de choses en fait quand je veux faire travailler les morceaux. Ce côté-là est très présent en fait, ce côté de décomposer, d'écouter les différents instruments, tout ça j'en ai besoin en tant que chef d'orchestre en fait. Donc finalement je me suis formé toutes ces années-là à être chef d'orchestre, mais et moi à être praticien en fait quoi, à moins jouer.
Mais je suis admiratif de ces gens-là, en fait, de ces côtés créatifs que j'aurais aimé avoir. C'est vraiment... Bon, je t'ai coupé tout Pas à de l'heure, souci. excuse-moi, donc tu parlais de Michael Field sur le côté musique Ouais. que ton coup de cœur intemporel. Il y a autre chose, il y a d'autres choses que tu peux conseiller? Euh, J'aime beaucoup, moi, Jasper Kidd aussi. C'est celui qui a fait les Assassin's Creed. Il a pas fait que Mhm. ça, mais en termes de jeu, musique de jeu, vraiment bien. Euh, Pareil, Jérémy Soul, en fait, Attends, je vais juste vérifier quand même Jérémy Soul, que je dise pas de bêtises. C'est celui qui a fait de toute façon Skyrim, mais pour la petite anecdote, il me semble que Jérémy Soul, ouais, ça, lui, il est en 75, et en fait, ouais, c'est Secret of Evermore, son première musique de jeu vidéo, donc il avait 20 ans. Lui, ce que j'avais adoré, par exemple, c'est son côté où il, euh, il avait joué à Secret of Mana. Il avait pas du tout aimé la musique et il avait envoyé une démo de ce qu'il avait composé attends, c'est qui Secret of Evermore? C'est Squaresoft, ouais, ça. Il avait envoyé ça à Squaresoft et il leur disait, ah, voilà, moi, la musique que j'aurais aimé pour Secret of Mana, c'est ça. Ils ont fait, ok, mais on t'embauche pour Secret of Evermore, quoi. Et depuis, il a fait énormément de jeux, quoi. Il... Ben, surtout les Elder Scrolls, franchement, les musiques, elles restent en tête pendant longtemps. Je trouve ça vraiment cool, quoi. Jérémy Soul, ouais. Ok. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Merci à toi pour l'invitation, c'est cool. Et puis, à bientôt. Ouais, à une prochaine. Et merci. Au Au revoir. revoir.